Chapitre 12. Quand la conscience s'éveille. Le terrain sacré est là où l'on se trouve, mais c'est seulement la prise de conscience du caractère sacré de ces lieux qui les rend ainsi. Paul Twitchell. Devenir conscient de qui je suis n'a pas été chose facile, mais j'ai inversé le processus. C'est en prenant conscience de ce que je ne suis pas que j'ai été amené à savoir qui je suis. Je ne suis pas un humain parmi des milliards d'autres, en train de se battre pour sa survie jusqu'à sa disparition de la surface de la Terre. Je suis une âme avide de divin, expatriée dans une enveloppe charnelle, et je vivrai le bannissement tant que je croirai que mon identité se limite à mon humanité. La navigation hauturière m'a été fort utile dans cet exercice d'éveil de conscience. En tant que capitaine de mon voilier, j'ai dû apprendre à rester à l'affût des moindres frissons qui effleurent l'océan si je ne voulais pas me faire malmener par les vagues. Le frisson à la surface de l'eau, nommé fetch, est souvent un signe annonciateur de l'arrivée d'une houle. Si je ne détecte pas à l'avance la menace, les coups de vent s'engouffrent dans mes voiles et dévient mon bateau. Il me faut alors donner sans cesse de gros coups de barre pour maintenir mon cap vrai. Des corrections brutales qui rendent la navigation éreintante et très inconfortable. La seule solution qui s'offre à moi, c'est déguiser ma conscience pour pouvoir lire les indices ténus que le divin inscrit sur les vagues et dans le souffle des vents annonciateurs de bourrasques. À la barre de voyage, par temps frais, avec des vents moyens à forts, je suis constamment en éveil, à l'écoute des signes avant-coureurs de la houle. Dès qu'au-dessus de mon épaule droite, je sens un léger souffle effleurer mon oreille, je sais qu'un coup de vent se prépare. Alors j'anticipe en donnant au bateau un cap contraire, qui sera corrigé par la bourrasque lorsque celle-ci s'engouffrera dans les voiles. Donc, plutôt que de faire dévier voyage, la rafale prend le gréement dans ses bras et fait remonter au vent le voilier, ce qui lui permet de garder le cap sans à-coups, en ménageant le barreur et en lui offrant une navigation plus confortable. Le divin nous parle avec une telle discrétion, un frisson de surface ou un effleurement de conscience, que seule une vigilance constante et une conscience toujours en éveil permettent de détecter son message. Si, dans notre vie, nous restons à l'écoute de nos intuitions, de nos élans intérieurs, notre navigation sera plus paisible, tandis qu'avec une conscience endormie, notre odyssée terrestre risque fort d'être houleuse. Le lent réveil de mon père. Quand nous nous ouvrons comme canal pour l'Esprit divin, quand nous suivons les instructions d'un guide qui a la capacité de nous accompagner à la fois dans les mondes intérieurs et dans notre vie physique, nous pouvons aider les personnes avec qui nous étions en relation sur Terre. Mon père était un homme très autonome à l'extérieur de la maison, mais extrêmement dépendant à l'intérieur. Par ailleurs, il lui était impossible d'exprimer ses sentiments. Quant à l'au-delà, il croyait fermement que la vie se terminait au moment de la mort et qu'après cela, il n'y avait plus rien. Il disait souvent que, lorsque la lumière s'éteignait, c'était le noir total, 6 pieds sous terre. Il était décédé depuis 3 ans quand, pour la première fois, je l'ai rencontré consciemment dans l'au-delà.
Je suis dans un genre d'hôpital des mondes intérieurs, où je travaille à l'entretien ménager. Mais la véritable raison pour laquelle je suis ici, c'est pour voir mon père. Pendant que je vide les poubelles, je l'aperçois qui parle avec une autre personne. Il me voit, mais ne réagit pas. De mon côté, j'attends qu'il fasse le premier pas, car je veux respecter son état de conscience. Soudain, il se tourne vers moi et me tend la main. J'arrête de travailler pour lui tendre la mienne. Puis il fait comme s'il voulait s'en aller, mais il change d'idée. Je sens qu'il fait de gros efforts, et c'est là qu'il me dit « Ça fait longtemps que j'ai envie de te faire ça. » Et il me serre dans ses bras et m'embrasse sur la joue droite. Je suis surpris, mais content de ce geste, car je sais qu'il a dû prendre son courage à deux mains pour l'exécuter. Pendant l'accolade, je promène ma main dans son dos et je sens très bien son corps, comme s'il était physique. Je reconnais la force de ses mains rudes posées sur mon échine. En faisant glisser mes doigts sur sa tête, je sens la texture de ses cheveux gris. Son contact est bien tangible. Mon père est vraiment là, devant moi, presque humain. Au moment où je pense que notre rencontre est terminée, voilà qu'il m'embrasse sur l'autre joue. À cet instant, je perçois qu'une montagne de karma vient de se dissoudre entre lui et moi. Je suis heureux pour lui, je suis heureux pour nous, et je ne peux m'empêcher de penser à tout le temps perdu. Quel gâchis! 7 ans après nos premières retrouvailles, je rencontre à nouveau Gérard, mon père. J'arrive dans un immeuble qui ressemble à un centre hospitalier pour le voir, car je sais qu'il est ici quelque part et je le trouve sans difficulté. Il est installé dans une vaste chambre commune qui compte une vingtaine de lits. Une préposée me dit que le moment est venu de le placer dans une autre chambre et elle ajoute que je peux aider mon père. Elle le prend dans ses bras pour le sortir du lit. J'admire sa force, car elle le transporte avec une aisance qui me surprend. Mon père reprend conscience quand la préposée le remet sur ses jambes. Je le prends par la main et l'aide à marcher jusqu'à son nouveau lit. Il semble en forme, sans aucune maladie, mais il a beaucoup vieilli et perdu du poids. Parfois, je dois le soutenir, car ses jambes flageolent tellement il est resté longtemps couché. Arrivé dans l'autre pièce, Gérard reste immobile à nous regarder pendant que la préposée et moi préparons le lit. Nous étendons plusieurs couches de couverture et à un moment donné, elle me dit « Non, ton père doit se coucher sur celle-ci. » Gérard continue d'observer paisiblement la scène en souriant. Il n'a pas l'air malheureux, mais semble se demander où il est et ce qu'il fait ici. Mais ma présence le rassure. Pour alléger ses craintes, je lance quelques plaisanteries et nous éclatons de rire. Puis l'heure de se coucher arrive, et il fait même semblant d'inviter la préposée à s'étendre près de lui. L'atmosphère est très détendue. Aussitôt allongé, il retombe dans un profond sommeil. Je fais le tour de sa nouvelle chambre pour m'assurer qu'il est confortablement installé. Elle est sobre et propre. Elle ne compte que 8 lits où des personnes vêtues de blanc sommeillent. Une année après notre deuxième rencontre, je me retrouve en compagnie de mon père. Je fais le bateau-taxi avec une sorte de barque pour l'emmener sur l'autre rive.
Il y sera mieux pour évoluer, pensai-je. Il a l'air très inquiet et totalement perdu. Je ne perçois pas de peur chez lui, car ma présence le rassure. Il me reconnaît et me fait confiance. Je lui demande « As-tu des nouvelles de Jeanne? »« Quoi? De qui tu parles? »« Eh bien, Jeanne d'Arc, ta femme, ma mère, quoi. » Il a toujours cet air perdu et inquiet sur son visage. Alors je change de sujet et le fais traverser de l'autre côté. 4 ans après cette rencontre, c'est la première fois que je vois mes parents ensemble. Mais ma mère ne reconnaît pas son mari. J'essaie sans grand succès de faciliter leur retrouvaille. Il faut dire qu'ils viennent de se réveiller d'un très long sommeil et ils semblent avoir oublié pas mal de choses. Jeanne ne réagit pas face à Gérard, et lui s'impatiente. Le voyant troublé par la situation, je lui suggère « Allez vous étendre sur le lit, côte à côte. »« Que ça donne? Elle me reconnaît même pas. »« Vas-y quand même, jase un peu avec elle et fais confiance. » Je crois qu'ils y sont allés. 1 mois plus tard, je suis en compagnie de mes parents et nous sommes sur la balançoire derrière notre vieille maison en Beauce. En discutant avec eux, je remarque qu'ils comprennent mieux si j'ajoute d'anciens souvenirs à notre discussion. De l'autre côté de la rue, Madame Lessard est assise sur la véranda. J'en profite pour raconter un vilain tour que j'avais joué à son fils quand j'étais petit. J'avais dégonflé un pneu de son auto. Les deux se regardent interrogateurs. Ils ne connaissaient pas cette histoire, mais cela les amuse. Puis je leur demande s'ils se rappellent le nom du fils. Ils ne s'en souviennent pas. C'est alors que Madame Lessard traverse la rue pour venir s'asseoir avec nous. « Comment s'appelle votre garçon? » lui demandai-je. « Doris. »« Ah oui, ça me revient maintenant. » Et je regarde mes 2 parents qui sourient et semblent heureux. Un autre mois plus tard, je suis avec Jeanne et Gérard. Ma mère marche 2 pas devant lui et parfois elle doit s'arrêter pour l'attendre. Je les observe attentivement, car je suis ici pour leur venir en aide, pour les aider à se réveiller. Gérard fait de gros efforts pour la rejoindre, mais n'y parvient pas. Sitôt qu'il fait un pas en avant, il se met à reculer. Sur le point de perdre patience, il me regarde d'un air découragé. Je l'incite à continuer d'essayer, mais d'une autre façon. Au lieu de forcer et de vouloir foncer, je lui conseille de le faire plus délicatement. Il réessaie, mais il recule à nouveau. Je suis présent et continue à observer la scène. 2 mois sont passés quand je retrouve mon père. Si je suis là, c'est pour lui montrer comment être heureux. Je lui apprends donc à chanter quelques chansons joyeuses et à fredonner de petites mélodies qu'il a connues par le passé. Puis Jeanne se joint à nous et nous partons pour Canada's Wonderland. Nous jouons dans le parc d'amusement et glissons dans les cascades d'eau. Ces jeux leur font beaucoup de bien. Près d'une année plus tard, je suis dans une bibliothèque. Un guide m'accompagne et nous regardons une étagère en forme de U remplie de livres. Je sais intérieurement que ce sont les archives de vie passée de mon père. Je trouve bizarre qu'il y ait pareille quantité de livres, car dans sa vie terrestre, il n'a jamais lu un seul ouvrage. Puis je me mets à fouiller parmi toute cette collection.
C'est alors que mon guide me fait remarquer qu'il y a autre chose derrière les rayonnages. Je tire la paroi de livres qui avance et il me fait découvrir une autre rangée d'étagères. Wow! Ça a l'air vieux, très vieux. C'est plein de poussière. Ça doit valoir cher aujourd'hui. Veux-tu les vendre? Me demande mon guide à la blague. Je me dis que je pourrais en tirer un très bon prix, mais dois-je vraiment les vendre? Les regardant de plus près, je choisis un livre long et étroit. Ses pages sont finies en or sur les côtés. Quand je le feuillette, les pages sont collées entre elles par le plaqué or. Il ne les a jamais lues, c'est bien lui. J'ai l'impression que mon père a déjà connu les enseignements spirituels supérieurs, il y a très longtemps de cela. En me remémorant ces aventures qui ont émaillé ma vie, je suis heureux d'avoir pris chaque fois le temps d'écrire ces moments charnières, de sorte à pouvoir me faire un tableau évocateur de mon évolution spirituelle et de la façon dont fonctionnent les mondes intérieurs parallèlement au monde physique. Si j'ai fait tout cela, c'est parce que, dans mon esprit, je rêvais déjà au grand voyage, mais un peu comme quelque chose d'impossible dans cette vie. Et puisque je ne savais pas que c'était impossible, alors je l'ai fait. Mark Twain. Ceci conclut la première partie de Marin sur les mers cosmiques. La version écrite de l'ouvrage comporte une seconde partie qui ne paraîtra pas en livre audio. Elle s'intitule « Le cahier du grand voyage ». Dans cette deuxième partie, l'apprenti voyageur spirituel s'enfonce plus profondément dans des dimensions de vide intérieur. Un grand vide rempli de présence, d'un amour très peu comparable à celui du monde terrestre. Une vacuité où rien n'existe que ce que nous créons dans l'instant présent, dans une atmosphère d'amour enveloppant et compatissant. Ce deuxième volet de Marin sur les mers cosmiques se lit mieux qu'il ne s'écoute. La version papier du livre en entier est offerte au prix de 20 $ à l'adresse courriel lesedicionsdaya@gmail.com. Merci de votre écoute.